de poursuivre cet après-midi et on va revenir encore une fois sur ces problèmes d'éthique notamment. Je me suis permis de réunir aussi une belle équipe pour aujourd'hui. Alors, sachez que vous n'êtes pas seul dans la salle, puisque nous sommes en live sur YouTube. Et donc, je remercie aussi les auditeurs en live sur YouTube de suivre cette conférence. Alors, la deuxième conférence est dans le cadre, bien sûr, d'Invisible Festival, mais aussi d'une autre initiative qui est celle de Stereopsia. Chaque année, nous organisons une conférence sociétale et cette année, nous avons décidé de la positionner dans Invisible Festival. Cette conférence co-organisée avec Stereopsia fait écho à un événement annuel que nous organisons depuis 16 ans en décembre à Bruxelles et qui reprend cette année un nouveau nom qui s'appelle United XR Europe au mois de décembre, où tous les aspects qui auront été développés au cours d'un Invisible Festival seront à nouveau mis à l'honneur en décembre à Bruxelles à Tour et Taxi. Alors, je me présente tout d'abord, mon nom est Alain Gallet, je suis le fondateur en fait de Stereopsia et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer un deuxième panel sur on est toujours dans les avatars, hein, ne soyez pas inquiets, on est toujours dans les avatars, mais l'utilisation des avatars de personnages historiques. Et tout ce que cela ouvre comme perspective, sur le plan technologique, sur le plan éthique, on va revenir abondamment sur les aspects éthiques. Et donc j'ai le plaisir maintenant d'accueillir le panel, c'est-à-dire Monsieur Thierry Dutoit, voilà, qui est ici. Il va se présenter dans un instant, bien sûr, donc de Humons, Louis de Diesbach, éthicien, Géraldine Buchan, bien sûr, et la fondatrice d'Invisible Festival, voilà, et Kevin Elamad, qui est également de Humons et qui va nous rejoindre. Voilà, alors moi je propose comme structure, on va dans un premier temps faire un rapide tour de table, donc vous allez vous présenter les uns et les autres, et ensuite on va aborder les aspects pourquoi faire revivre des avatars, des personnages historiques, premier élément, comment est-ce que technologiquement les choses peuvent se faire, avec quels enjeux et quelle perspective, parce que la technologie évolue évidemment. Et enfin, nous reviendrons aussi sur tous les aspects justement éthiques, c'est-à-dire comment est-ce que l'on encadre ces éléments et ces nouvelles créations artistiques en lien avec des personnages qui ne sont plus là pour donner leur avis notamment. Donc voilà, mais commençons peut-être déjà par un tour de table. Peut-être que Thierry peut... Mon temps, oui. Vas-y. Bien, bonjour à tous et toutes, moi je m'appelle Thierry Dutoit, je suis professeur à l'UMONS. J'enseigne le traitement du signal et l'intelligence artificielle. Et je travaille depuis plus de 35 ans sur l'IA et en particulier sur la voix. Ma spécialité à la base c'est la voix, la synthèse vocale, l'art de faire parler les machines. Et on a connu depuis 35 ans énormément de progrès là-dedans, bien sûr. Aujourd'hui on a des voix de synthèse qui sont bluffantes, qui sont très très proches du réalisme humain. Et voilà, donc je dirige aussi un labo de recherche dans lequel travaillent Kevin d'ailleurs et Thierry qui est dans la salle aussi, dans lequel on s'intéresse, entre autres choses, au développement en XR. Et donc bien sûr les avatars sont au centre de tout ça. Et je pense que Kevin pourra parler aussi de votre Bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Louis de Diesbach, je fais pas mal de trucs et notamment je me définis comme éthicien de la technique, dans le sens où je m'intéresse aux questions liées à notre utilisation de la technologie et à ce qu'elle vient dire de notre rapport à nous-mêmes et au monde. J'ai l'occasion de publier quelques livres, dont je pense le plus pertinent est le dernier qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle Bonjour ChatGPT, et qui vient poser justement la question de la relation à la machine, en partant d'un constat un peu simple, c'est pourquoi est-ce que quand les gens s'adressent à ChatGPT, pourquoi est-ce qu'ils commencent par bonjour, en sachant que personne n'écrit normalement, ne dit bonjour à sa machine à café. Et pourtant, les gens disent bonjour, enfin peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens en tout cas qui disent bonjour à ChatGPT, c'est de comprendre, voilà, dans cette nouvelle entité qu'est la machine dopée à l'IA, dont font partie notamment les avatars, mais pas que,
quelle est la place de l'humain et quelle est la place de la relation humain-humain dans un monde où la relation humain-machine prend tellement plus de place. Bonjour, donc moi je suis Géraldine Becquet. Donc en même temps je suis la fondatrice de XR for Heritage, qui est un programme qui réunit le monde de la culture, du tourisme, de l'éducation et des médias avec les technos. Donc je réunis des mondes qui généralement ne se dialoguent pas. Et en parallèle, j'ai un background comme scénariste, productrice. C'est-à-dire que ce qui me motive, on va dire, dans ce programme, c'est le potentiel de ces nouvelles narrations. Se dire que avant, on racontait les histoires par le livre, la télévision, qui sont toujours des médias qui existent, mais que grâce aux nouvelles technologies, on peut explorer des nouvelles narrations plus participatives, plus interactives, changer la place du spectateur. Donc c'est vraiment sur ces questions, on va dire, d'innovation des récits que je consacre, on va dire, mon activité principale. Bonjour, moi c'est Kevin Aladat. J'ai deux casquettes, on va dire ça comme ça. Je travaille dans l'académie, donc je suis chez Thierry Dutoit. J'ai commencé ma carrière chez lui d'ailleurs, depuis 10 ans. Et je gère des projets en IA appliquée, en réalité étendue et en interaction émergente. Et je suis aussi chef de la R&D d'une boîte basée en France qui s'appelle Diabolocop et qui travaille aussi dans l'IA conversationnelle. Parfait, merci bien. Merci à tous. Alors, on va donc parler de méta-humain, parce que le terme avatar, pour le grand public, c'est souvent un petit peu gadget, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement une personne. Et donc, je voudrais savoir peut-être si la technique pouvait montrer Myriam Makeba, qui est un avatar qui a été réalisé récemment sous l'égide de Géraldine, pour qu'au moins ceux qui ne connaissent pas bien ce milieu puissent se rendre compte, mais qu'est-ce que ça peut être, l'avatar physiquement de quelqu'un qui a vécu et qui est encore décédé. Je regarde, non, c'est Kevin, ça n'est pas encore Myriam Makeba, mais il n'y a pas de problème, on va y venir. Et pendant qu'on prépare ce visuel ou cette petite vidéo, peut-être, Géraldine, vous pourriez expliquer, mais finalement, ok, mais pourquoi faire? À quoi ça sert d'aller réveiller les morts? Sur une des images que nous avons utilisées dans la promotion, c'était Albert Einstein, mais on peut imaginer plein d'individus. Pourquoi aller leur redonner une vie? Quel est l'intérêt? Donc, ils sont nombreux. À chaque projet, son intérêt. Si je commence sur l'avatar mémoriel de Myriam Makeba, déjà, le mot mémoriel donne bien son nom, c'est se dire comment on peut faire perdurer un héritage, comment on peut garder vivant la mémoire de quelqu'un. Donc il y a cette intention de pouvoir transmettre la possibilité d'un dialogue avec quelqu'un qui n'est plus là. Donc ça, c'était la motivation qu'on avait, de se dire, il y a des jeunes générations ou des personnes, même en Belgique, qui, quand on dit Myriam Makeba, n'ont aucune idée de qui c'est. Vaguement, quand on dit Pata Pata, ils se disent, peut-être, oui, je connais. Et on se dit, il y a des personnages comme elle qui sont des personnes qui méritent d'être connues, qui ont laissé quelque chose. Et donc, c'est un travail de médiation. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un travail de médiation, de se dire, on peut susciter l'intérêt pour des personnes qui n'iraient pas vers de la lecture scientifique, qui n'iraient pas forcément dans la playlist Spotify mettre ce nom-là. Donc là, pour le côté ludique, oui, on peut discuter avec, c'est sympa. Donc ça, c'est un premier usage, et peut-être d'une manière générale sur les autres avatars qu'on utilise. Parfois, on part du besoin d'un lieu. Ça veut dire qu'il faut un guide, et que parfois, un lieu impose la création d'un avatar. Donc se dire, finalement, je vais découvrir un site historique, qui pourrait me le raconter. Et l'avantage de l'avatar, c'est qu'on peut justement peut-être proposer des angles multiples. On sait très bien qu'un guide, je veux dire, humain, par exemple, même si on a de la chance, il va être polyglotte, peut-être 3 langues, 4 langues, un avatar peut avoir plusieurs langues, il a une disponibilité 24 sur 24. Parfois, c'est dans des lieux excentrés, où on ne peut pas assurer un accueil des publics tout le temps.
Et c'est vrai que l'avatar peut être un interlocuteur de médiation également dans ce cas de problématique. Donc voilà, c'est 2 exemples, il y en a plein d'autres, mais voilà, un premier éclairage. Donc selon vous, ça peut répondre à un besoin du public de redécouvrir son histoire, ou les histoires en général, pour pouvoir s'approprier les messages que ces personnes ont pu délivrer. Oui, je ne sais pas si le besoin vient du public. C'est justement, généralement, le besoin, il peut venir des gestionnaires de fonds, d'archives. C'est plutôt de ce niveau-là. Ça veut dire quelqu'un qui dit j'ai énormément d'archives sur telle partie de l'histoire. Je vais l'incarner. Je vais, par exemple, me dire que telle partie de l'histoire, par exemple ici pour Myriam Makeba, comment parler des indépendances africaines. Myriam Makeba est une bonne ambassadrice pour ça. Donc on parle plutôt de l'enjeu, on va dire, d'un fonds de médiation qui voudrait, comme ici, la Fondation Myriam Makeba en Afrique du Sud, on va partir par la création de l'avatar pour répondre à cette problématique. La même chose pour les sites historiques, le demandeur est plutôt le lieu. Et après, nous, on utilise les usages digitaux, de se dire, une fois qu'on a l'avatar, on peut avoir un filtre Snapchat, on peut avoir une campagne sur les réseaux sociaux, et là, le public est accroché. Mais il est rare, en fait, que le public est demandeur à l'origine. Il va suivre le mouvement et il va s'approprier. Il va aimer le format, et par le fait qu'il aime le format, il va s'intéresser au contenu. D'accord. C'est comme si on avait posé la question il y a un siècle, est-ce que vous aimez la télé? Ben oui, ils ne savent pas encore ce que c'est la télé. Mais une fois qu'ils verront des avatars, et parler d'archives, justement, mais comment, si on parle, on revient par exemple sur Albert Einstein, bien sûr, il est décédé, mais bon, ce n'est pas un personnage d'il y a un siècle, il y a 2 siècles. Comment on fait pour savoir, pour partager les informations qu'il aurait eues dans sa tête si on pouvait discuter avec lui maintenant? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on organise ça? C'est moi encore qui réponds? Oui. Ah, ouais, okay. Mais après, on va passer aux autres. Non. Mais donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, que j'ai découvert en m'attaquant à ce nouveau média qu'est l'avatar, c'est qu'il y a un travail de découpage de l'information. Ça veut dire qu'on croit parfois qu'on peut faire ingérer plein de PDF et puis dire débrouille-toi et parle. Et en fait, non. Pour pouvoir faire ce travail, il y a d'une part effectivement une sélection d'archives, mais après il y a une façon de l'encoder et on se rend compte qu'effectivement il y a une sorte d'écriture dans la composition, l'architecture d'une base de connaissances, vu qu'on crée par exemple des nœuds d'instruction. On va dire on hiérarchise que si tu as le choix entre telle info et telle info, tu vas plutôt mettre celle-là en avant. Ou on va faire des questions-réponses pour petit à petit le driller, l'éduquer à se dire, dans ces blocs de texte-là, tu vas avoir tel type de traitement. On lui donne un persona également. Ça veut dire que l'avatar n'est pas la personne dédiée. Ça veut dire, par exemple, si on parle de Myriam Makeba, ce n'est pas Myriam Makeba qui parle, c'est son avatar mémoriel. Et son avatar mémoriel, on lui crée une persona. Par exemple, on va lui dire tu es militante pour les droits humains. C'est nous qui décidons. Alors, en accord avec généralement les ayants droit et tout ça, mais ça veut dire qu'il y a écriture et il y a intention. Voilà, donc ça, c'est un point important. Bon, je pense qu'on va y revenir effectivement par rapport aux ayants droit dans un instant, mais je vais un peu rester d'abord encore sur la technique, je dirais, avatar. Parce que il y a quand même toute une. Enfin, je dis qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui, techniquement, par exemple, de reproduire une voix. Je pense que Thierry, vous êtes peu spécialiste. Comment est-ce que on peut. Il y a des personnages, par exemple, qui n'ont jamais été interviewés, où on n'a pas de bande son, on n'a pas. Comment est-ce qu'on fait pour générer, pour les faire parler, alors qu'on n'a aucun élément. Avant de répondre à la question, je voudrais oui. juste rebondir parce que je trouve ça fondamental. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, même si je représente la tech ici, le plus important c'est l'histoire. Moi, j'ai été introduit au Requiem de Mozart par le film Amadeus, et s'il n'y avait pas eu ce film-là, j'aurais jamais accroché autant face à cette musique. Donc, on a besoin
intermédiaires qui sont des humains. Et les avatars peuvent jouer ce rôle-là de manière étonnante, mais donc, pourquoi pas. Alors la question c'est sur les voix. Comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir des voix de personnes dont on n'a pas d'enregistrement, c'est ça? Par exemple, dans ce cas-là, on fait des interpolations, c'est-à-dire que les voix aujourd'hui, la voix c'est quelque chose de très compliqué. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est avec une voix et d'ailleurs il faut quand même plusieurs années pour la maîtriser. Le conduit vocal c'est un système très très complexe sur le plan dynamique. Donc la voix c'est compliqué, il y a ce qu'on dit, il y a la façon dont on le dit, c'est surtout ça d'ailleurs qui fait qu'on reconnaît la personne, hein. C'est pas uniquement ce que la personne dit. Et donc le timbre de la voix, toutes les micro-expressions vocales, ce qu'on appelle le paraacoustique, bon, Kevin pourra en parler aussi beaucoup, il travaille beaucoup là-dessus. Tout ça, aujourd'hui, de façon très bizarre et très étonnante, ça se symbolise ou ça se résume en IA par des vecteurs acoustiques, des vecteurs abstraits, dans un espace abstrait que personne ne comprend très bien d'ailleurs. On s'est juste entraîné des machines pour obtenir tout ça. Et puis ces vecteurs qui représentent une voix, on peut les interpoler. Donc on peut créer des vecteurs qui représentent la voix de Kevin, la mienne, la vôtre. Et puis on peut créer des interpolations, donc on peut se balader dans l'espace vocal en fait. Donc on peut très bien imaginer qu'une voix qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais entendue, on la recrée artificiellement en ayant l'idée a priori de ce à quoi elle va ressembler. Donc c'est possible de faire ça. D'accord. Mais peut-être que tu peux compléter concernant la voix et aussi le fait de créer des mouvements, de faire en sorte, tout à l'heure on a fait Myriam Makeba à l'écran, hein, qui bougeait, qui dansait, enfin voilà. Comment tout ça peut se faire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est technologiquement facilement accessible? Ou est-ce qu'il y a encore des évolutions à attendre? Après, il n'y a pas de magie. En fait, si tout ce qui est IA, tout ce qui est machine learning va se baser sur des données. Si on n'a pas de données, on ne peut pas faire grand-chose, en fait, à part imaginer. Et donc, dans ce cas-là, si on n'a pas les données de la personne, si on ne sait pas comment la personne parlait, ce qu'elle faisait, on ne peut rien reproduire non plus. On peut que, comme Samy l'a dit, la repositionner dans le contexte historique dans lequel elle était et essayer d'estimer comment, dans ce contexte-là, les gens parlaient en général, les gens se comportaient, les expressions non verbales qui sont utilisées, parce que ça aussi c'est dépendant des cultures de la société. C'est comme Thierry disait, on peut essayer d'interpoler, d'extrapoler en fonction de ce qu'on a comme information. Donc pour continuer vers là, que ce soit pour la voix ou pour les expressions non verbales, le paralinguistique comme les rires, les mouvements de tête, les gestes, c'est pareil, c'est exactement pareil. Si on n'a pas les infos, si on n'a pas de données, on ne peut pas créer un système automatique à partir de l'IA par exemple qui va le faire prendre. Les techniques ont été mentionnées lors du panel précédent. On peut engager des artistes pour que des acteurs essaient de faire cette gestuelle, de recréer le comportement de la personne, d'enregistrer et de le jouer quand on en a besoin, ou de se baser sur de l'IA pour que l'IA elle-même le fasse. Mais encore une fois, pas de magie. Si on n'a pas de données, voilà. Je voudrais peut-être rebondir vite fait là-dessus. Je pense que ce qui est aussi important de rappeler, c'est que toute conception machinique, on parle d'IA, mais je pense que c'est vrai pour toute technique, est une représentation du monde, est une représentation de la vision du monde des concepteurs et des conceptrices. Ce qui n'est pas forcément un problème, mais effectivement, les personnes qui vont concevoir des avatars ou toute technique, je me permets de prendre un spectre un peu plus large, vont mettre dans leur création technique leur propre représentation du monde, que ce soit par les choix qu'ils vont faire. On va prendre telle donnée, on ne va pas prendre celle-ci. Ou bien on va prendre toutes ces données-là. Ou bien on va prendre telle donnée, plus on va devoir en créer d'autres, artificiellement, ou avec des artistes, ou avec des historiens, des historiennes, etc. Tout ça relève d'une certaine conception du monde qu'on a envie de mettre. Et donc je pense que ce que tu disais, Géraldine, c'est extrêmement important de le rappeler, c'est que l'avatar qu'on recrée n'est jamais la personne. On ne recrée pas Einstein. Et je pense d'ailleurs, d'un point de vue vraiment très éthique, il est aussi très important de rappeler aux personnes qui vont interagir avec cet avatar, vous n'interagissez pas avec Einstein. Vous interagissez, avec un avatar d'Einstein, 2, dans un but particulier qui a été créé par 3, telle équipe, qui elle-même avait tel et tel objectif. Et je pense que d'un point de vue vraiment de l'approche qu'il faut avoir avec ça, je pense que c'est absolument clé
de rappeler aussi aux personnes plus avec quoi elles interagissent qu'avec qui. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de manipulation? Parce que dans une société donnée, à un moment donné, on a envie d'utiliser ce nouveau média pour faire passer des idées qui n'ont peut-être rien à voir avec celles de celui qui est soi-disant représenté. On vit dans un contexte géopolitique où, entre les différents continents sur cette petite planète bleue, on n'a pas nécessairement la même vision. Donc, comment est-ce qu'on gère tout ça? Alors la réponse très facile et très courte, est-ce que c'est pas de la manipulation? Si, bien sûr. Mais toute tentative de message est tentative de manipulation. C'est pas parce qu'il y a manipulation que c'est forcément négatif. Après, moi je suis un grand fan de comité d'éthique. Je pense qu'il faut qu'il y en ait dans toutes les grandes institutions qui construisent des choses qui vont avoir un impact important. Donc je pense qu'il est important qu'il y ait un comité d'éthique formé d'ingénieurs, de juristes, de philosophes, de sociologues et d'autres, et que ces personnes dialoguent entre elles et disent, bon bah très bien, est-ce qu'on est d'accord que notre avatar de Myriam Makeba, d'Einstein, d'autrui, disent telle ou telle chose, ou est-ce que nous avons raison? Donc, évidemment, dans ce comité, dans le cas d'avatar, il faudrait des historiennes et des historiens. Voilà, je pense que c'est pas des décisions. Effectivement, si jamais, pour prendre un exemple un peu exagéré, tu veux faire que Elon Musk crée l'avatar de quelqu'un qui a un message extrêmement spécifique, oui, probablement que éthiquement, il y a mieux. Mais je pense que, heureusement, il y a plein d'autres personnes qui veulent justement faire ça mieux et différemment. Et il y a des façons de faire et de créer des avatars de façon, un, d'abord légale, et deux, éthique. Oui, légal, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut s'approprier quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de règles, un cadre légal, juridique? Tout à l'heure, on parlait que Myriam Makeba, il y avait eu l'accord de la fondation Myriam Makeba en Afrique du Sud, mais si on prend Einstein ou peu importe, John Cochrane ou Ernest Solvay, pour parler de Belges bien connus industriels, est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce que... Oui, en fait, la jurisprudence n'est pas identique dans chaque pays. Par exemple, si je donne un exemple d'une société qui est connue, qui s'appelle Eleven Lab, on voit qu'ils commencent, par exemple, à monétiser certaines voix, on va dire, de personnes décédées. Donc, par exemple, pour permettre à n'importe qui d'enregistrer un audio avec la voix de Marilyn Monroe ou avec la voix de... Enfin, voilà. Et donc, ça veut dire qu'ils créent du branding vocal et ça devient monétisé. Donc ça, c'est limite parce qu'en fait, dans certains marchés, ça va être interdit et dans d'autres, c'est juste pas encadré. En fait, ils profitent du flou artistique, du fait que c'est pas encore en fait traité par les législateurs. Et c'est un peu le cas, la même chose pour la monétisation, par exemple, de spectacles. On a vu récemment, il y a eu Tupac, il y a eu à Kaltoum, il y a eu plein de grandes sommités qui font des tournées internationales. Et il y a eu des gros clashs juridiques entre les maisons de disques. Parfois, par exemple, je sais dans le cas de Kaltoum, il y a eu 2 studios qui ont voulu la mettre sur scène. Et le premier a eu droit à un procès. Mais donc justement, en fait, la problématique se pose dès qu'il y a monétisation. Ça veut dire que dès que l'avatar donne lieu soit à du ticketing, parce qu'il y a un show, ou à la vente de produits via une application, là, en fait, il y a urgence à encadrer. Et on voit bien que quand on parle ici avec la SACD, la SCAM, ou on peut en parler dans le panel prochain avec la SONUMA, on voit bien que en fait, c'est des institutions qui sont encore frileuses à pouvoir traiter ces questions parce que en fait, c'est au cas par cas, il n'y a pas encore vraiment une ligne qui est bien claire. Donc, ça reste problématique et donc, ça part souvent de l'initiative de quelqu'un jusqu'à ce qu'il y ait procès, en fait. Souvent, c'est un peu dans ce cas-là. Évidemment, les avatars sont activés grâce à des technologies d'intelligence artificielle. Je sais que la Commission européenne a édicté l'AI Act. Est-ce que vous savez en dire? Quel est le cadre qu'on peut retrouver dans l'AI Act au niveau européen à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous aider à un peu
je dirais, corseter les usages pour éviter les dérives. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'AI Act non plus, mais juste rapidement pour rappeler, l'AI Act catégorise les algorithmes en fonction de risques, donc des algorithmes d'intelligence artificielle en fonction de risques, soit inacceptables, c'est-à-dire en gros utilisation biométrique à des fins de contrôles sociaux, etc. Donc voilà, ça c'est un truc comme ça spécifique. Haut risque, moyen risque et risque faible. Les hauts risques, c'est principalement tout ce qui va être lié à des données personnelles. Les risques faibles, c'est principalement le jeu vidéo et la manipulation juste d'amélioration de vidéo. Et le risque modéré, c'est un peu tout ce qui est au milieu. Mais en gros, tout ce que ça amène, moi, ce que je trouve très intéressant, moi je ne suis pas un spécialiste de l'AI Act directement, c'est de dire qu'on traite les algorithmes en fonction des risques qu'ils peuvent générer, et donc on oblige les organismes qui les rédigent principalement et qui les utilisent à des obligations notamment de transparence, etc. et de reporting sur ce que les algorithmes vont faire. Je sais pas si tu veux. Je voudrais juste dire que dans les AI Act, il y a un truc très important sur l'IA, c'est que quiconque est en contact avec une IA doit être conscient que c'est une IA. Donc ça revient de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas là c'est un avatar. Avatar de presse, une très belle expression. Moi, ça me touche aussi dans le degré de réalisme du rendu visuel, parce que on parlait tout à l'heure de la veille de l'étrange, et donc du fait qu'on cherche à créer des avatars qui se rapprochent très fort du visuel de la personne. Moi, je suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là, en fait. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un qui, dont le crâne peau est rendu à 100%, dont les expressions sont exactement celles de la personne originale? Ça ne change pas grand-chose à l'intérêt de l'avatar. Qu'un avatar reste un petit peu cartoonesque, c'est pas plus mal peut-être, parce que ça permet aux gens qui interagissent avec de se rendre compte qu'effectivement c'est une machine qui parle et pas une personne, et que c'est pas une vidéo. Je pense qu'il y a vraiment un truc là derrière, il faut faire très attention à ça. Alors tu parlais tout à l'heure de Cartoon, là c'est quand même entre guillemets qu'une réutilisation de sa voix et de ses compétences de chanteuse, je suppose. Non, c'est un hologramme sur scène. Ok, oui, mais pour chanter. Oui. Donc on ne lui demande pas de donner un avis sur des choses qu'elle n'a pas vécues, parce que ça c'est encore autre chose, bien sûr. C'est prendre des avatars de personnages réels auxquels on aurait tendance à faire confiance et lui poser des questions sur qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour donner le monde dans lequel je suis. Alors on dépasse ce qui est acceptable dans le film, pour faire ça. Après, peut-être que je ne suis pas expert non plus dans tout ce qui est régulation, mais il y a aussi la réglementation RGPD qui vient en parallèle de l'AI Act et qui donne la propriété des données à la source de données. Donc les personnes, les voix des personnes appartiennent aux personnes. Ils peuvent demander aux sociétés qui utilisent leurs voix de ne plus les utiliser. Les sociétés ont pour obligation d'effacer toute trace des données de la personne de leur base de données. Maintenant, le problème vient quand la personne est défunte, elle n'est plus là. Ça, je ne sais pas comment est-ce que c'est géré par... Moi, j'invite vraiment chacune et chacun aujourd'hui à déjà considérer la question. Vous êtes tous jeunes, donc c'est très bien, c'est pas pour tout de suite, mais mettez dans votre testament un moment, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'être, entre guillemets, ramené à la vie par algorithme? Je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'on réutilise votre... etc. Je pense que ça facilitera quand même pas mal de potentiels conflits juridiques qui pourraient arriver, et je ne serais pas du tout surpris qu'à partir de dans quelques années, ce soit vraiment recommandé partout, où tous les notaires disent, écoutez, voilà, oui, dans le testament, notez si vous êtes d'accord ou pas d'accord qu'on réutilise, surtout si vous avez une forte empreinte digitale et numérique, voilà, est-ce que vous êtes d'accord ou pas qu'on réutilise pour... parce que, voilà, pour le moment, on parle principalement d'avatars de personnes connues, célèbres, mais il y a effectivement tout le pan à côté de ça, qui est la recréation d'avatars de personnes comme vous et moi, qui sont décédées et parfois pas décédées. Et donc, voilà, c'est un autre pan de la réflexion éthique. J'aime bien réagir à ça parce que ça me fait penser, actuellement, on a la possibilité d'aller à la commune pour signer pour un don d'organes. Voilà, pour dire quand je vais décéder, vous avez le droit rapidement. Et je pense qu'effectivement, peut-être qu'à terme, j'ai vu pas mal de témoignages en Asie, par exemple, de personnes qui, des entreprises qui se spécialisent pour pouvoir permettre aux proches de gérer leur deuil à travers la création donc d'avatars
des décédés. Donc c'est une façon, comme on a la tombe actuellement, de faire évoluer les pratiques. C'est vrai que de moins en moins de gens vont dans les cimetières. D'ailleurs, dans les cimetières, on devient de plus en plus dans des locations de 3-6-9. Donc effectivement, c'est pas si pratique pour pouvoir aller parler avec les ancêtres. Et donc c'est vrai qu'en Asie, on voit qu'il y a des nouveaux usages où des personnes souhaitent continuer à alimenter, on va dire, la discussion avec un être aimé. Et j'ai vu qu'en cas de maladie également, ils commencent à avoir des proches qui, par exemple, savent qu'ils sont en fin de vie et donc sont proactifs à accepter, on va dire, d'éduquer une IA pour qu'une fois qu'ils seront absents, ils puissent continuer à échanger. Et donc là, c'est un acte volontaire, ça devient un outil voilà, qui peut être, on va dire participatif du vivant et puis qui permet un peu, peut-être ça touche à l'éternité, c'est peut-être des gens qui se disent, il laisse quelque chose. Voilà. Est-ce que ça n'est pas un risque énorme psychologiquement pour les personnes toujours en vie de ne pas être capables de faire leur deuil? Alors, moi, c'est une question que j'ai beaucoup creusée, donc ce qu'on appelle les death bots ou les grief bots. Grief en anglais, ça veut dire deuil. Effectivement, c'est la recréation de personnes décédées. Il y a un exemple très célèbre qui date déjà de 2018-17, quelque chose comme ça, à San Francisco. Effectivement, d'un jeune homme qui malheureusement perd sa compagne et effectivement prend toutes les données et les met dans un GPT, donc un truc qui effectivement sera plus tard le célèbre ChatGPT, etc. Et qui continue à interagir avec elle, et est lui-même bluffé du fait qu'elle écrit comme la jeune femme s'appelle Jessica, elle écrit comme Jessica, elle parle comme Jessica, elle lui parle comme Jessica, et donc ce jeune garçon, comme on peut malheureusement se l'imaginer, reste cloîtré dans sa chambre, fait absolument pas du tout son deuil, et continue à interagir très longuement avec sa fiancée qui est décédée. Donc il y a énormément de questions éthiques qu'on ne résoudra pas juste là maintenant, ce serait super, mais évidemment il y a beaucoup de questions. Moi, une de celles qui me touche le plus, c'est d'abord celle de la dignité des défunts. Et je pose toujours la question, dans le cas d'un acte consenti, c'est pas du tout la même chose. Là, dans le cas de Jessica, c'était pas le cas. C'est dans quelle mesure est-ce que, en fait, on a un certain consentement, et dans quelle mesure est-ce qu'on respecte la dignité des personnes qui sont mortes, de les ramener en quelque sorte. Alors, on les ramène pas bien sûr à la vie, puisque ce sont des programmes informatiques, mais dans quelle mesure est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et si jamais ça vous intéresse, Black Mirror a fait un superbe épisode sur la question, le premier épisode de la saison 2, il s'appelle Be Right Back, donc c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion Be Right Back, donc revient tout de suite, mais revient sous forme numérique. Et donc, Black Mirror a toujours je trouve cette capacité à cerner très bien les enjeux techno-dystopiques, et je trouve que c'est d'ailleurs assez bien fait. Oui, d'ailleurs, j'ai vu cet épisode qui s'associe aussi à l'évolution de la robotique. Parce que là, on parlait tout à l'heure de personnages, on en a vu un à l'écran tout à l'heure, mais quand le contenu de ces personnages sont dans des robots humanoïdes, là, on ouvre encore une boîte de Pandore. Et technologiquement, je me tourne vers les deux ingénieurs, quand est-ce que l'on sera capable de faire technologiquement ce pas pour intégrer réellement dans un humanoïde robotisé la connaissance, l'IA, enfin tout le fond je dirais de l'histoire d'un personnage, pour que Einstein, pour reprendre toujours cet exemple, se balade ici, discute et vienne parler à ma place devant l'auditoire. Où en est-on et quand ce sera peut-être possible? Donc, il y a toujours deux aspects. Il y a le côté intelligence derrière, et il y a le côté interface. L'interface peut être un avatar, un robot. Bien sûr, chaque interface a ses complexités, ses difficultés. Et l'intelligence artificielle peut être, le système qui gère l'intelligence, en guillemets, derrière, peut être le même. Dans les deux cas, on est très loin, en fait, à mon sens. Mais tout dépend de ce qu'on veut essayer de reproduire exactement. Si c'est juste retourner, donc pour le côté intelligence, si c'est juste retourner des informations,
Là, on est quand même assez avancé. Et puis, d'année en année, ça s'améliore de manière exponentiellement rapide. Si c'est copier exactement les mêmes mimiques, les mêmes expressions non verbales, quand est-ce que la personne va rire exactement, à quelle intensité, quel son est-ce que ça va produire, ça va dépendre des données. Et de toute façon, on est quand même assez loin. Donc, on arrive à avoir des systèmes assez automatisés qui peuvent rire, c'est pas contrôler le rire, par exemple. D'un point de vue interface, vous voyez, les robots les plus avancés que vous pouvez voir, il y a deux cas. C'est les robots fonctionnels comme ceux de Tesla que vous voyez qui devraient travailler dans des hangars. Là, c'est juste des gestes mécaniques pour faire le taf. Donc on n'est pas à reproduire une gestuelle humaine. Et puis il y a l'autre robot, Sophia, je pense que c'était le nom, qui était montré à Abu Dhabi ou à Dubaï, je ne me rappelle plus, par une société, je ne sais plus le nom non plus. Mais l'idée, c'était d'avoir un visage qui essayait de reproduire de la manière la plus représentative possible des expressions humaines. Et même là, quand vous reconnaissez directement que c'est un robot, parce que à cause de la rapidité des expressions, du délai entre ce que vous dites et la réaction du robot, du mouvement quand même assez mécanique qui reste. Voilà. Donc, au moins, on n'y est pas encore. Kevin, il me teste parce qu'il a parlé du rire, mais c'est sa thèse de doctorat, donc ça fait plusieurs années qu'il travaille là-dessus. Comment faire rire une machine, quand la faire rire. C'est extrêmement difficile, en fait. Parce que dès qu'on le fait mal, c'est encore la vallée des tranches qui intervient là, dès qu'on le fait mal tout de suite, c'est extrêmement choquant. Et donc c'est pour ça que les personnages non jouables dans les jeux, ils rient pas trop, en fait, parce qu'ils ont peu d'expression, finalement. Ils sont très... J'ai appris d'ailleurs récemment que la pire insulte chez les jeunes, c'est PNJ, c'est personnage non jouable. On vous traite de personnage non jouable, ça veut dire que vous n'avez pas d'expression, c'est une espèce de truc neutre comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que les avatars automatisés, complètement automatisés, ont encore relativement peu d'expression naturelle, c'est parce que dès qu'on touche au naturel, on devient très sensible, en fait. Et ça reste difficile. Mais par contre, effectivement, un avatar, comme ceux qu'on a développé et qu'on a vu récemment, qui diffuse l'information et qui répond à des questions, et qui fait de façon assez neutre, ça fonctionnera très bien. Mais en sachant que ces personnages qui diffusent de l'information, pour moi on en revient toujours à qui l'a construit, dans quel but. Moi je suis à peu près persuadé qu'on peut faire une conférence pro-nucléaire, faire intervenir Einstein et retrouver dans tout ce que Einstein a raconté plein de trucs qui sont très pro-nucléaires, et on peut faire 2 jours après une conférence anti-nucléaire, retrouver dans ce que Einstein a raconté des trucs anti-nucléaires, et dans les 2 cas on dira vous avez vu, Einstein a dit que. Et alors vous me direz c'est quelque chose qu'on peut déjà faire aujourd'hui, et c'est vrai. Néanmoins, si jamais vous avez, et je pense qu'en termes de robotique, 10 ans, à mon avis, dans 10 ans, vous pouvez avoir quelqu'un là, etc., qui ressemble à Einstein et tout. On sait qu'on a quand même déjà beaucoup de mal avec les questions, ça a été très justement abordé à la conférence précédente, la question des deepfakes, etc. Le deepfake d'Einstein qui vient et qui commence à vous expliquer le nucléaire c'est super ou le nucléaire c'est une catastrophe, dans les cas, c'est encore plus difficile pour les personnes qui regardent ça de se dire ok, mais la vérité, qu'est-ce que c'est, à qui est-ce que je peux faire confiance, à quoi est-ce que je peux faire confiance, etc. Donc il y a tant des questions sur effectivement l'intelligence, l'interface, etc. Mais ensuite, l'intention au niveau de la création et donc du message qui va être transmis. Mais à un moment où sur certains continents, les faits alternatifs prennent le devant sur la réalité, comment on peut se protéger et comment le public qui sera face à ces personnages peuvent, même s'ils savent que c'est une représentation, comment on peut protéger le public. Parce que, je dirais, toute évolution technologique, je dirais, la voiture tue les gens quand on l'utilise mal, et donc on a mis en place des systèmes de sécurité pour cadrer l'usage de la voiture. Comment est-ce qu'on pourra demain cadrer l'usage d'avatars, et encore plus quand ils seront robotisés? Moi, je veux réagir à ça. J'y réfléchis beaucoup. Beaucoup de personnes parlent de blockchain. Alors, je n'ai pas tous les secrets, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la chaîne de blocs en français, mais pour faire simple, on va dire, c'est la possibilité d'authentifier et donc de pouvoir effectivement, donc c'est le même système qui est utilisé pour la crypto. C'est des systèmes complexes de nœuds de calcul, mais qui permettraient en fait de pouvoir, on va dire, donner une vraie traçabilité
sur le document source, et donc s'il y a transformation, que toute l'empreinte, on va dire, de l'image puisse, qu'il y ait ce qu'on appelle la généalogie. Vous voyez, quand on fait une œuvre, par exemple, qui vient du monde de la télé, quand on écrit une Bible télé, il y a beaucoup de gens qui passent sur l'histoire. Et donc, on écrit une généalogie de l'œuvre, par exemple. Une idée de, un concept de, et puis après, un premier scénario de, puis après, il y a un dialoguiste. Donc, beaucoup de gens passent dessus. Et donc, pour des raisons de droit d'auteur, après, quand on doit répartir les pourcentages, on a cette généalogie qui permet de dire, OK, on attribue autant à autant. Et l'avantage de la blockchain, c'est qu'on ne doit plus passer par l'encodage manuel. Ça veut dire que si à chaque fois qu'on produit un asset, enfin un contenu d'image ou 3D, celui-ci a une empreinte, ça va permettre que dès qu'il y a modification, l'empreinte est automatisée, encodée. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite une évolution des pratiques qui est assez massive et qui pose la question de la montée en compétence de tous les acteurs qui génèrent du contenu et de se dire comment on peut avoir des systèmes de classification, des systèmes, je veux dire, partagés, qui fait que tout le monde utilise un sort de même protocole. Donc il y a des protocoles à mettre en place, mais ça me semble être quand même une piste de solution qui permettrait de ne pas freiner la création, mais simplement d'identifier. Et un autre point qui me semblait important quand on a créé le premier avatar ici avec Myriam Makeba, vraiment qui est une base de connaissances IA, c'était un petit peu de se dire il faudrait avoir peut-être un écran où on la voit parler et un second écran qui permet de faire une visualisation des datas. Donc on sait qu'on a les différentes... elle va piocher dans différentes données qu'on lui a données et donc avoir une sorte de nuage d'informations qui serait un peu comme ce qu'on avait la bibliographie dans un livre. Et donc en direct, quand on voit qu'elle parle, se génère une visualisation de la data qui permettrait de pouvoir, à un moment T, faire pause et d'aller voir les sources. Donc dans combien de sources elle a été puisée et comment elle compose sa réponse. Et donc ça, je pense que ça pourrait être une sorte de système de transparence, mais qui nécessite de nouveau que ce soit organisé, structuré, que ce n'est pas chacun qui doit réinventer son système de catégorisation. Juste rapidement, le terme technique pour ce que Géraldine vient d'expliquer, c'est l'explicabilité de l'IA. Et c'est un domaine de recherche qui existe. Et donc, dans la boîte de Thierry, on travaille sur un projet qui s'appelle AI for the Bank. Ce que vous avez mentionné se lie beaucoup à la désinformation et aux fake news en général. Pas que avec les avatars, mais voilà, c'est le même thème. Et donc on travaille dessus, on essaie de créer des outils pour. On se rend compte d'ailleurs que si les personnes n'ont pas la volonté d'aller chercher, d'aller vérifier les informations qu'ils leur ont données, on peut mettre l'outil qu'on veut devant eux. Voilà. C'est comme les sources dans un livre. Quand on lit un livre, il y a l'auteur qui met un petit 3, et à la fin, il y a les sources, quoi. Donc ce serait sous une forme électronique, les sources que l'IA utilise. Je pense qu'il ne faut pas juste laisser la responsabilité sur les utilisateurs et utilisatrices. Je pense que la première responsabilité, c'est celle au niveau de la conception. Et là-dessus, effectivement, ce dont Jérémy parlait, c'est une forme structurée de contrôle pour que chacun ne doit pas réinventer la roue. En fait, ça s'appelle la régulation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui n'a pas été directement traité. En tout cas, je ne pense pas qu'on ait un Avatar Act qui existe, en tout cas pas encore. Mais il faudra, c'est certain. Parce que, en préparant un petit peu aujourd'hui, je me suis posé la question. Ok, on a parlé effectivement d'Einstein. Bon, je pense que faire revenir Einstein, ça pose pas trop de questions. Dans l'ensemble, les gens sont à peu près d'accord. Bon, le point Godwin du truc, c'est ce qu'on peut faire revenir Hitler. Globalement, là, je pense qu'à peu près tout le monde sera d'accord pour dire que ça peut être une super idée. Est-ce qu'on peut faire revenir Aristote? Sur le papier, Aristote, ça va être plutôt malin, il a fait des trucs super. En revanche, pro-esclavage. Pro-esclavage, pas pour rire. Vraiment avec une pseudo-théorie scientifique, comme quoi, effectivement, il y a des êtres qui sont faits pour être dominés, des êtres qui sont faits pour être dominants, et toute une approche philosophique qui le définit. Pas terrible. Pas terrible comme approche. Pourtant, Aristote, quand même. Et donc, c'est extrêmement compliqué de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ramener quel individu pour dire quoi, comment, etc. Et donc, je pense que laisser cette responsabilité-là, soit aux utilisateurs et aux utilisatrices, d'avoir le recul de se dire, attends, là, Aristote, il dit que, bon, je trouve que c'est une responsabilité qui ne devrait pas leur revenir, et ensuite mettre la responsabilité sur les concepteurs et conceptrices,
c'est important, mais je pense que leur fournir un cadre, c'est ce qu'on peut, ce qu'on doit attendre du régulateur. On va parler dans un instant, je vais passer la parole à Géraldine justement par rapport à un projet qu'elle a et qui va générer beaucoup de questions. Mais peut-être avant de présenter ce projet Avatar 200, peut-être que dans le public il y a des questions, on peut se prendre quelques minutes pour répondre à l'une ou l'autre question. Merci beaucoup. Alors, généralement, pour regarder le futur, j'aime bien regarder le passé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est venu avant? Quelles ont été les représentations que l'on a eues de personnages historiques avant? Et le cinéma nous a présenté des personnages historiques, les a fait revivre à travers des acteurs, au point même que parfois c'est des personnages encore vivants, et leur acteur a eu à réagir au moment de leur mort. Je pense à Nelson Mandela. Et dans Invictus, Morgan Freeman, exactement, qui a dû tweeter non, en fait, les gars, je vais bien. Tu parlais du coup du point Godwin avec Hitler, que l'on a fait revivre dans des films. Et à quel point est-ce qu'on ne pourrait pas justement le faire revivre dans le cadre d'Avatar qui agirait comme des films agiraient? Est-ce que c'était éthique de faire revivre Hitler dans un film? Est-ce que ça ne le serait pas tout autant de le faire revenir dans un Avatar? C'est une très bonne question. Pour moi, je pense que la grosse différence, c'est je pense que tu sais, quand tu as l'écran qui te sépare du film, ça te permet de prendre du recul. En revanche, ma seule crainte, c'est qu'avec l'Avatar, ce soit moins le cas. On vous écoute. Donc, en fait, moi j'ai juste une question par rapport aux régulations qui existent sur l'IA. Et j'aimerais bien savoir si, par exemple, comme étant un technologue, normalement, si on crée une IA, normalement c'est tout un process qui est long. Et en fait, dès qu'on se trouve avec les problèmes de régulation, je trouve qu'on ne va jamais déployer un modèle d'IA, à part que ça va être parfait, alors que ça ne va jamais être parfait. Donc, c'est quoi en fait la démarche qu'il faut suivre afin de mettre en place un modèle tout en restant dans l'éthique? Dans le AI Act, il y a une exception pour la recherche. Quand on fait de la recherche, on peut outrepasser ce qui est imposé dans le AI Act en général. Ça permet au moins d'avancer. Et après, évidemment, si on peut implémenter on peut parler de la société dans laquelle travaille Kevin, quand on veut passer dans le domaine public, voilà, effectivement, on doit se conformer à l'AI Act. Donc on a quand même des ouvertures à ce niveau-là, je pense. Je suis pas sûr d'avoir compris à 100% la question, mais normalement, on peut estimer combien est-ce qu'on reste dans les règles ou pas avant de commencer à travailler sur le projet. Je donne un exemple. On a fait un projet de détection d'émotions dans la parole. L'AI est sorti, pas de détection d'émotions dans le cadre du travail, on a arrêté le projet. Voilà. Il y a la régulation, tu es obligé de déployer un modèle, tu la régulation. Mais on aurait pu continuer la recherche, tu vois. Simplement, on a décidé que ça n'avait plus d'intérêt. Voilà. Toujours le faire. C'est très... Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Moi, ce que j'ai compris de la question, je me pose souvent, c'est à quel point, l'Europe est réputée pour réguler et à quel point ça permet d'explorer, en fait, à quel point, en fait, le cadre de régulation donne la possibilité quand même de développer. On sait très bien qu'on dit toujours l'Europe régule, l'Amérique entreprend. Voilà, il y a un peu cette tendance-là de se dire, dans le risque, s'abstenir. Et donc on limite les champs, et donc petit à petit, en fait, on part des interdictions, et au risque de ne pas être sur le coup, et que d'autres prennent des libertés, et donc permettent d'offrir des solutions peut-être plus innovantes. Si offrir des solutions plus innovantes, ça implique de s'asseoir sur les droits d'auteur, par exemple, je trouve ça dégueulasse. C'est juste dégueulasse.
OpenAI et Meta, etc., qui ont décidé de s'abriter derrière Trump pour essayer de bypasser les problèmes de droit d'auteur, c'est juste intolérable. En fait, on devrait tous réagir comme ça. On ne peut pas accepter ça. Donc, à un moment donné, j'espère qu'il y aura un retour de bâton contre ces gens.